Merci Madame la Présidente. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler effectivement de l'histoire de l'imagerie médicale à Grenoble. Bien entendu, je ne serai pas exhaustif et je prendrai un peu plus de temps pour parler des choses auxquelles j'ai pu participer. Ce sera aussi l'occasion pour moi, disons, de remercier pas mal de gens qui, à travers cette histoire, bien sûr, ont fait progresser les choses. Alors, il faut peut-être revenir sur des choses que tout le monde a bien compris à travers les exposés précédents. C'est que le développement de l'imagerie au cours des 40 dernières années a bénéficié d'un contexte, comme ça a été dit, tout à fait favorable. Ce contexte, il est lié au développement des capteurs et de la microélectronique à Grenoble, de l'informatique, que ce soit au niveau des équipements ou des logiciels, et de la synergie entre des compétences locales. Oletis ENG, d'abord, c'est clair, avec tout un panel d'ingénieurs qui avaient, disons, des compétences très spécifiques dans les domaines dont on a parlé tout de suite, en lien avec des partenaires industriels, et je crois que c'était très important, parce que les opérations dont on va parler ensuite, concernant la tomodensitométrie, les gamma caméras, eh bien, à l'époque, il y avait effectivement des partenaires industriels français qui, comme ça a été dit, ne sont plus là aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. L'université, bien sûr, a été très présente dans toute cette période, avec des compétences au niveau de la physique, au niveau de l'informatique, et puis bien sûr, au niveau de l'UFR de médecine et du CHU, avec des médecins qui, comme vous l'avez compris, avant même le développement de l'imagerie médicale, avaient déjà noué un certain nombre de contacts assez fructueux. Et je crois que ces différentes compétences, l'UFR de médecine et ses doyens successifs, je ne vais pas tous les nommer, mais je sais qu'ils ont tous œuvré dans le même sens, ont su accompagner tout cela à travers des recrutements dont j'ai fait partie, dont d'autres ici ont fait partie, et la structuration de la recherche à l'interface physique-médecine. Alors on peut rappeler très rapidement, sans s'étendre, la place de l'imagerie médicale dans la prise en charge des patients. Eh bien, cette place de l'imagerie médicale, vous le savez, elle est importante et elle doit venir en complément de l'examen clinique. J'insiste un petit peu là-dessus parce que trop souvent, on croit que l'imagerie, disons, doit venir tout de suite pour le diagnostic sans qu'on ait eu le temps, disons, de se pencher sur la question que pose le malade. Donc, l'imagerie est importante pour le diagnostic positif de lésions, pour le diagnostic de nature, essayer de préciser effectivement de quelle lésion il peut s'agir. Est-ce que c'est un abcès? Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est autre chose? Pour le diagnostic d'extension, ça concerne essentiellement le domaine de la cancérologie, mais pas seulement. Dans les problèmes infectieux, c'est important aussi. Pour guider des gestes diagnostiques, des ponctions ou, disons, des gestes thérapeutiques, que ce soit dans le domaine chirurgical ou par radiothérapie. Et puis, bien sûr, l'imagerie reprend sa place aussi pour le suivi de l'évolution des lésions traitées. C'est important, tout le monde le comprend. Et puis, on l'oublie peut-être un peu, mais l'imagerie est très importante dans les protocoles de recherche clinique, parce que souvent, c'est elle qui va fixer un certain nombre de critères d'inclusion et qui va permettre de juger l'efficacité de la thérapeutique mise en route. Alors, jusqu'en 70, pour schématiser, l'imagerie médicale était essentiellement projective. C'est la radio conventionnelle que tout le monde connaît et qu'on continue de pratiquer parce que, disons, c'est une imagerie qui est facile à réaliser, qui a une résolution spatiale intrinsèque extrêmement bonne. Et c'est sûr que si vous avez fait une chute en ski, pour savoir si la patte est cassée, ça reste quand même la technique de base. Elle était souvent de type photographique, c'est-à-dire qu'une fois que le cliché est pris, eh bien, il est pris, puis vous faites avec. Ce qui était quand même, disons, un petit peu des fois problématique, parce que ça dépendait, disons, des conditions de réalisation. Et donc cette image projective avait des limites sur le plan de l'analyse morphologique. Il y a des superpositions d'images, il y a des lignes de tangence qui dépendent des incidences, il y a des déformations géométriques qui sont liées au fait que l'agrandissement n'est pas uniforme dans tout le champ image, puisque effectivement entre la source, le patient et le film, il y a des rapports d'homothétie qui sont un peu différents. Et puis surtout, sur le plan de l'analyse en contraste, je l'ai déjà dit, on reste avec une imagerie qui est quand même qualitative et qui va dépendre des paramètres d'acquisition. Alors, effectivement, l'image numérique en coupe, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une image globale, tout le monde comprend, on fait des coupes, se proposer de repousser ses limites en s'affranchissant des effets de superposition, puisqu'on ne voit que ce qu'il y a sur la coupe,
et de déformation, puisqu'a priori, on doit pouvoir corriger des effets de distorsion. Et puis surtout, elle offre une analyse quantitative tissulaire à partir de la mesure en chaque point image d'un paramètre physique. Et c'est là qu'est tout l'intérêt finalement de ce qu'on appelle la séméologie en contraste, c'est qu'à partir du paramètre physique mesuré, on y reviendra, on va pouvoir avoir des éléments diagnostiques de nature. Chaque technique, on dira chaque modalité, mesure un paramètre physique différent et il peut y avoir une complémentarité entre ces paramètres physiques mesurés pour arriver, disons, à une caractérisation la plus précise possible. Et bien pour faire tout ça, il fallait lever des verrous technologiques qui concernaient la qualité et le nombre des mesures nécessaires, la durée de l'acquisition et la dosimétrie au patient, avec les techniques irradiantes comme les techniques X ou gamma. On ne peut pas effectivement soumettre le patient à des doses trop importantes. La durée de l'acquisition est quelque chose aussi qui est fondamental, car si le patient souffre ou n'est pas très coopérant, vous vous rendez compte que ça peut donner lieu à un certain nombre de difficultés dans la réalisation. Et puis, c'est là que l'informatique a fait des progrès monumentaux, la puissance et la rapidité des algorithmes de reconstruction et de tout ce qu'on appelle les post-traitements. Et puis, suivant chaque modalité, eh bien, c'est le rôle des ingénieurs, c'est de trouver le meilleur compromis entre ce qu'on va appeler la résolution spatiale, les petits détails qu'on veut mesurer, la résolution en contraste, donc l'analyse tissulaire, et la résolution temporelle, car il faut que l'examen, dans sa durée et dans son post-traitement, soit compatible avec une utilisation routinière. Alors, les principales modalités cliniques qui ont bénéficié de tous ces progrès, c'est la tomodensitométrie, ou appelée encore scanner X, avec la mesure des coefficients d'absorption X, qui représente une densité électronique, l'échotomographie avec la mesure des coefficients de réflexion aux ultrasons, qui traduisent des variations d'impédance acoustique dans les tissus, la gamma-tomographie et la tomographie par émission de positons, avec la mesure de l'activité gamma d'un traceur isotopique qui est injecté en général au patient, ce qui va permettre d'en suivre la fixation ou l'évolution. Et puis l'IRM, avec la mesure du signal RMN des noyaux d'hydrogène, qui nous renseigne sur l'organisation physico-chimique de l'eau dans les tissus. Je parlerai très peu de l'échotomographie, non pas qu'il n'y ait pas eu des progrès importants dans ce domaine, mais parce que, bon, localement, à Grenoble, disons du côté des partenaires scientifiques comme du côté médical, on n'a pas eu un investissement très particulier dans ce domaine. Pardon. Alors, les développements en imagerie X, la tomodensitométrie. Donc, effectivement, je le dis à la fin, c'est une étape fondatrice, en tout cas. Je crois qu'on l'a vécu, un certain nombre d'entre nous l'ont vécu comme ça. Un premier prototype de tomographe corps entier à rotation seul, avec un multidétecteur et un algorithme de reconstruction par déconvolution. Donc c'est des mots peut-être un petit peu barbares, mais c'était pour vous montrer que, disons, il y avait quand même une avancée technologique réelle dans tout ça, et construit au Leti. Il est opérationnel en 1976. Cet appareil a été construit au sous-sol du Leti, et donc les promoteurs de cette aventure étaient Roger Garriot, Edmond Tourrier, Robert Allemand, M. Chabanas, Jean-Paul Bonnefoy et M. Bouvier. Et donc je salue effectivement M. Garriot et M. Allemand, qui sont ici et qui se rappellent très bien de tout ça. Fort de ce premier succès, un deuxième prototype est lancé, avec cette fois pour partenaire la CGR. Donc M. Roger était directeur de la CGR et a eu un input important, puisque, disons, il a accompagné les Grenoblois dans cette affaire. Et donc cet équipement affichera tout de suite de très belles performances par rapport à ce qui se faisait ailleurs, dans le monde. Et les médecins du CHU vont prendre une longueur d'avance dans l'évaluation médicale de cette technique, puisque les patients vont pouvoir bénéficier, avant d'autres, de ce mode d'imagerie. Cette technique, bien sûr, va connaître un développement considérable, mais je crois que tout de suite, effectivement, moi j'ai eu l'impression que sur le plan médical, ça y est, l'imagerie en coupe à Grenoble, on est, pas les meilleurs, mais on est déjà en avance par rapport à d'autres, et on se promenait dans différentes régions, et on savait que, disons, on avait déjà une expertise qui était un petit peu plus importante que les autres, et tout ça, c'était lié à cette affaire. Donc voici une photo, effectivement, que tous les gens du Leti connaissent. Je l'ai pris dans un bouquin qui est édité par le Leti, où on reconnaît Edmond Tournier, ici, avec en arrière-plan la machine, le tube X, le détecteur,
etc. Et tout le statif qui tourne autour du patient. Alors, fort de ce premier succès et de l'expertise acquise, le Leti développe un prototype de scanner X3D, dont M. Benabid a parlé, qui préfigure les équipements les plus modernes, qui disposent aujourd'hui de détecteurs semi-conducteurs et permettent des acquisitions volumiques avec une utilisation en angiographie interventionnelle. L'angiographie interventionnelle, c'est tout ce qui concerne la montée de cathéter pour aller emboliser des anévrismes, pour aller dilater une artère, etc. Et effectivement, il faut pouvoir le faire sous un contrôle scopique 3D pour pouvoir juger dans l'espace de la position du cathéter et des gestes qu'on réalise. Alors, je l'ai mis ici parce que ça me paraît important, et puis je sais que cet après-midi, peut-être on en reparlera. Il y a eu une réalisation industrielle tout à fait notable dans le domaine des détecteurs plans numériques avec Trixel, puisque en 1998, fort de l'expertise au Leti ou dans d'autres laboratoires dans les détecteurs, est mis en place à Moirans une plateforme de conception et de fabrication de détecteurs plans numériques, donc dans le cadre d'un consortium Thales, Philips et Siemens, qui mettent de l'argent, et d'ailleurs il y a un labo commun avec le Leti. C'est une réussite industrielle, puisque aujourd'hui, j'ai repris les chiffres en les regardant sur Internet, Trixel est considéré comme le leader mondial, avec plus de 50% des détecteurs plans qui sont commercialisés dans le monde, c'est quand même pas rien. 750 personnes qui travaillent dans cette entreprise et un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros en 2012. Le CHU a été impliqué au niveau de l'évaluation de ces détecteurs plans dans le service de radiologie à une époque. Alors, toujours sur les X, eh bien, effectivement, l'autre aventure à laquelle nous avons pu participer et qui reste un excellent souvenir, et c'est pas qu'un souvenir, mais parce qu'il continue, bien sûr, c'est la mise en place du synchrotron et d'une ligne médicale, ID17, sur cet outil. Alors, pour la petite histoire, puisqu'on est chargé de faire un petit peu l'histoire, eh bien, effectivement, on apprend que Grenoble est choisi pour l'installation d'un grand équipement européen avec un synchrotron de 3e génération. Donc, c'est une source de rayons X de très haute performance. Il y avait une concurrence au niveau européen entre Strasbourg et Grenoble. C'est Grenoble qui a gagné. Et on nous apprend, effectivement, que dans ce plan de charge, il y a une ligne de lumière, donc une ligne d'utilisation du faisceau, X délivré lors de la rotation des électrons accélérés, qui est destiné éventuellement à une utilisation en recherche médicale. Car effectivement, vu le flux de photons, donc la puissance du faisceau X, on peut sélectionner des bandes étroites d'énergie et faire ce qu'on appelle de l'imagerie monochromatique. Et c'est vrai que, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu assez facilement une mobilisation de la communauté scientifique et médicale. Et je salue effectivement Alain Nemos et Michel Belakowski, qui à cette époque, puisqu'on m'avait chargé de suivre cette affaire, m'ont beaucoup aidé et conseillé, parce que clairement, j'y connaissais rien du tout dans le domaine. Comme toujours, ça passe au niveau de l'UFR de médecine ou même de l'UJF de façon plus globale, par des recrutements. Et Hélène Elhomme, donc, qui a fait d'ailleurs sa thèse au Leti, était recrutée pour s'occuper de tout ça, et c'est elle, en fait, qui pendant 5 ans va être à la manœuvre pour construire la ligne médicale, pour l'équiper, etc. Anne-Marie Charvet, puis François Estève, aussi qui est ici et qui va prendre ensuite la responsabilité de l'équipe de recherche qui travaille sur cette ligne médicale. Une étape qui m'a paru importante aussi dans cet environnement, c'est le fait qu'en 1994, notre doyen, Jacques Fournet, et le directeur du CHU, M. Yves Jacob, montent au ministère, je faisais partie du voyage, on va voir Claude Evin, on lui explique le topo, qu'on a un nouvel outil qui permet de faire des tas de belles choses et que, disons, le CHU aurait besoin d'un support financier pour pouvoir contractualiser avec le SRF. En un quart d'heure, c'est plié et, disons, on obtient comme ça, ça a été récurrent depuis 1994, 100 000 € par an pour faire un contrat de collaboration entre le CHU et le SRF, ce qui nous permet de disposer d'un temps de faisceau privilégié, alors qu'il faut savoir que la procédure habituelle à l'ESRF, c'est qu'on fait des demandes, mais on n'a pas un temps de faisceau récurrent, comme ça, ad vitam aeternam. Donc c'est pour vous montrer que des fois, effectivement, il y a des choses qui se passent, qui sont essentielles, et qui sont liées au volontarisme des gens.
Donc ensuite va être mis en place une jeune équipe de l'université qui deviendra une unité INSERM et dont François Estève donc s'occupe avec bonheur et beaucoup de réussite depuis tout ce temps. Cette équipe va être intégrée ensuite dans le GIM, enfin où elle est actuellement. Un certain nombre de projets cliniques ont été réalisés. Dans les années 2000-2002, on a fait une 60aine de patients pour, disons, mettre en évidence la possibilité de faire des angiographies coronaires, donc les vaisseaux du cœur, en injectant simplement, disons, le produit de contraste par voie veineuse. On a montré que c'était tout à fait faisable avec, disons, la technique monochromatique. Il y a eu d'autres projets en tomographie X et actuellement, il y a un projet, donc un essai de phase 1-2, comme on dit, qui concerne la radiothérapie des tumeurs cérébrales, projet qui est coordonné par Jacques Balosso, qui est radiothérapeute dans l'équipe du CHU. Et ce projet a une forte visibilité internationale du fait qu'il n'y a qu'à Grenoble qu'on peut faire ça. Donc comme ça, les choses sont claires. Donc il y a déjà 5 patients qui ont été inclus. Bon, alors, dans la suite de tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, il faut savoir aussi que dans le cadre du programme Grand Emprunt, il y a un projet qui est piloté par Orsay, qui s'appelle TOMX, qui vise à la construction d'une source synchrotron qui serait, disons, installable, si je puis dire, dans un CHU sur une surface de 100-120 mètres carrés. Et donc, bien sûr, l'équipe participe à ce projet. Donc, le synchrotron, ce n'est pas la peine que je vous le montre, tout le monde sait où il est. Et donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle des lignes longues, c'est-à-dire que le faisceau X sort du bâtiment rond et va plus loin, parce que nous, on a besoin d'une certaine divergence. Et il y a ce qu'on appelle la cabine expérimentale, donc où le faisceau fait 1 ou 2 mm d'épaisseur, 15 cm d'ouverture, et le patient est sur une chaise qui va se monter, descendre et tourner sur les 3 axes, et on va pouvoir ainsi faire tout ce qu'on a besoin de faire. Alors, c'est terminé pour les X. Maintenant, la médecine nucléaire. Alors, ah oui, excusez-moi, mais la présidente m'a dit que j'avais une demi-heure. Voilà, donc c'est pour ça que je prends plus mon temps. Non, sans ça, je me serais activé un peu plus. Voilà, merci. Bon, alors pour la médecine nucléaire, donc on revient un petit peu en arrière. C'est dans les années 80-85 que le LETI construit les premiers équipements de tomographie à positons cliniques qui intègrent une mesure par temps de vol. C'est un projet qui est financé par un contrat de plan État-région qui associe Rhône-Alpes, la Normandie, l'Île-de-France et bien sûr le CEA. Et on retrouve Robert Allemand, Edmond Tournier, Monsieur Lecomte et Michel Laval. Ce projet, donc avec la réalisation très spécifique de détecteurs très innovants, recevra un prix mondial pour l'instrumentation de médecine nucléaire en 82. Les 3 équipements donc, seront livrés à Orsay, Lyon et Caen. Dans la suite de cette expertise, le LETI est sollicité par Sofa Médical pour le développement de gamma caméra. C'est à cette époque que Corinne Mesté est recrutée, alors qu'elle était à la CGR. Et avec Robert Allemand, ils vont, disons, participer au développement des gamma caméras qui équiperont nombre de centres hospitaliers. Il s'agit d'un transfert industriel, là encore, réussi, puisque le LETI recevra des royalties jusqu'en 2004. Après, donc, effectivement, Sofa Médical est rachetée, elle aussi, par General Electric et terminé. Bon. Du côté universitaire et hospitalier, un certain nombre de développements des applications médicales, bien sûr, va se faire à partir de ces outils. Et l'équipe de Daniel Fagré, en lien avec des équipes de chimistes, va s'appliquer à développer de nouveaux traceurs pour la médecine nucléaire. Et aujourd'hui, il existe une plateforme de recherche préclinique et clinique, disons, dans ce domaine. Voilà le premier tomographe, TEP, construit par le LETI. J'en viens donc à l'RMN. Alors, l'histoire de l'RMN a déjà été un petit peu évoquée. C'est vrai que ça reste une grande aventure, elle aussi, à Grenoble. Des premiers travaux qui ont été réalisés sur des biopsies dans les années 75 montrent que le signal RMN, qui était surtout utilisé par les chimistes et les physiciens, apporte des informations éventuellement quantitatives et qualitatives sur l'eau tissulaire et ses modifications pathologiques. On s'aperçoit qu'on pourrait peut-être détecter de l'inflammation ou des tumeurs avec cet outil.
l'histoire du scanner X a été lancée. On se dit, si on faisait des images en coupe qui étaient effectivement paramétrées par rapport aux paramètres RMN, peut-être qu'on aurait une sensibilité différentielle plus intéressante entre les lésions et les tissus sains. Une première réunion est organisée au niveau national par la DGRST, Délégation Générale de la Recherche Scientifique et Technique, sous l'impulsion de M. Biscombe, c'était je crois le ministre, c'était M. Chevènement. Et il y a un comité de coordination nationale qui est mis en place pour voir ce qu'on peut faire avec la RMN en biomédical. Et curieusement, il y a un certain nombre de Grenoblois qui sont dans ce comité de coordination nationale, M. Soutif, M. Sarrazin, M. Servoz-Gavin, M. Benhabid. Le comité de coordination nationale devait comprendre 12 personnes, il y avait déjà 5 Grenoblois. Donc c'était dire que les choses étaient déjà pas mal engagées. En 1979, donc, M. Benhabid crée le laboratoire de médecine-chirurgie expérimentale et comparée, donc avec le recrutement de Michel Decor, un certain nombre d'autres collègues. Et cette unité, bien sûr, ce labo évoluera en unité INSERM, comme ça a été dit, mais déjà, donc, un labo s'intéresse de façon très précise à tout ça, et je crois que même un premier contrat des GRST a dû être obtenu à cette époque. Et indépendamment de ce labo, il y a une forte mobilisation locale au labo de physiologie animale, avec des gens qui travaillent effectivement sur le cœur, au LETI, où on retrouve Michel Laval, au DRF-CEA avec Pierre Servoz-Gavin, Jean Martin, et aussi au niveau du Service national des champs intenses du CNRS, avec Guy Aubert, M. Vallier, et puis bien sûr au CHU. En 80, la CGR s'engage dans la construction d'un imageur RMN, et hop, c'est parti. Donc en 82, le doyen, le président de la CME et le directeur général du CHU demandent au conseil d'administration du CHU de s'engager sur le plan financier pour l'implantation du premier équipement CGR qui sera produit pour qu'il soit à Grenoble. Cette proposition avait été validée par le conseil de coordination nationale et ça fait qu'en 85, on se retrouve effectivement avec le premier équipement IRM 0,5 Tesla installé en France. On crée une unité IRM dont on me confie la responsabilité. Et c'est effectivement Corinne Mesté, qui était à l'époque à la CGR, qui vient installer cette machine et qui après restera sur Grenoble. Voici donc l'équipement en question. Il était pas mal d'ailleurs, je trouve qu'il est très joli. Ceux qu'on fait aujourd'hui ne sont pas tellement plus beaux. Donc dans la suite de tout ça, un certain nombre de développements vont avoir lieu dans le domaine des applications médicales, avec des recrutements, là encore, et en lien avec les équipes cliniques du CHU. En 1994, pour moi c'est une étape importante, on crée un institut fédératif de recherche, RMN biomédical de la cellule à l'homme, qui va fédérer les différentes composantes grenobloises et qui deviendra ce qu'il est aujourd'hui, la RMN biomédicale et neurosciences, en intégrant des équipes dans le domaine des sciences cognitives. On en a parlé tout à l'heure, puisqu'effectivement, l'IRM permet aussi des études fonctionnelles sur, disons, le fonctionnement du cerveau. En 2001, on obtient un financement pour un premier équipement 3 Tesla réservé à la recherche clinique dans le cadre d'une opération qui s'appelait PSTRC, ça ne vous dit pas grand-chose, ça veut dire plateau de soutien technologique à la recherche clinique. C'est un projet national qui est piloté par l'INSERM, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, et Grenoble donc obtient le financement ou une partie de celui-ci pour l'installation d'un équipement qui vient donc grossir les équipements existants. En 2007, c'est important de le souligner, l'UJF, donc sous la coordination de Claude Feuerstein, obtient un financement lourd dans le cadre d'un contrat de plan État-région qui nous permet de renouveler les équipements IRM de recherche et d'en acheter des nouveaux. Et en 2012, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, la plateforme IRM évolue en unité mixte de 2 services qui regroupent donc cette fois les équipements RMN, mais d'autres équipements aussi de recherche et un certain nombre de personnels, techniciens et surtout ingénieurs compétents pour le développement de ces outils. Là aussi, des partenariats industriels, pas du même niveau que ceux qu'on a cités tout à l'heure avec la CGR et SOFA, mais Philips pour la RMN et Bruker aussi pour les machines précliniques ont eu, disons, ont apporté un soutien continu. Et ça, c'est un petit clin d'œil que je fais donc, pour M. Soutif. On a depuis 2000 une collaboration dans le domaine de l'imagerie RMN avec l'hôpital sino-français de Suzhou. Suzhou étant une ville qui se situe près de Shanghai, très agréable d'ailleurs.
Et il y a un hôpital sino-français. Il y a un jumelage qui existe entre la ville de Grenoble et la ville de Suzhou. Et c'est M. Soutif qui nous a branchés sur cette histoire, et je ne m'en plains pas du tout. Voilà. Alors, pour terminer avec l'IRM, donc en clinique, c'est vrai que c'est un outil merveilleux, hein, il faut le reconnaître, pour les malades, bien sûr, mais aussi pour la recherche. Pourquoi ? Ça a une résolution spatiale qui est millimétrique en 3D chez l'homme, donc on peut faire du 3D en millimétrique. On peut faire largement du submillimétrique chez le petit animal. C'est une résolution temporelle de quelques secondes, voire quelques minutes, qui permet des études dynamiques, après injection de ceci, injection de cela, ou stimulation de ceci, ou stimulation de cela. Il y a un contraste qui est très sensible, qui donne accès à des images riches et des informations multiples, que ce soit sur, disons, le vasculaire, la perfusion tissulaire, la diffusion de l'eau dans les tissus, le métabolisme de différents éléments, et puis l'imagerie fonctionnelle qui donne accès en direct à des signaux qui sont en lien avec l'oxygénation des tissus et donc la fonction cérébrale. En plus, c'est la cerise sur le gâteau, c'est une technique qui est non invasive et peut être répétée à volonté, utilisable sur des durées longues, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors voici, c'est les seules images que je montre, hein, c'est des images du cerveau dans un bilan de tumeur cérébrale. On va pouvoir, avec l'imagerie fonctionnelle, effectivement, repérer les zones d'activation, des zones qui correspondent à la motricité, de la main, du pied, de la bouche. On va pouvoir étudier les zones du langage et éventuellement, par d'autres techniques, regarder, disons, où se situent les fibres nerveuses issues du cortex, par rapport à la lésion, ce qui va permettre effectivement aux neurochirurgiens d'avoir quand même un certain nombre d'éléments sur l'opérabilité de cette lésion. Alors, bien entendu, je n'ai pas été complet, hein, il y a des tas d'autres développements en cours qui utilisent l'imagerie, et il faut parler de tous les développements qui ont lieu en lien avec les explorations électrophysiologiques, EEG, TMS, magnétoencéphalographie, en lien avec les sciences cognitives, je l'ai dit, et les équipes de sciences humaines et sociales. Et donc on a deux autres structures fédératives de recherche, Santé Société et le pôle Cognition, qui sont très actives dans ce domaine, en lien avec des gestes interventionnels guidés depuis longtemps, ça a été évoqué, et donc ça c'est tout le mérite de l'équipe de Philippe Cinquin et de Jocelyne Trocaz, qui ont depuis de nombreuses années développé effectivement des gestes interventionnels guidés par l'image, en lien avec de nouvelles modalités émergentes dont je n'ai pas parlé, l'imagerie optique. Là aussi, il existe une collaboration entre Jean-Luc Coll, qui est à l'Institut Albert Boniot, Philippe Rizzo-Leti, qui utilise des marqueurs fluorescents. C'est des techniques qui sont appelées à se développer, en lien avec de nouvelles plateformes technologiques comme Clinatech, et puis, bien sûr, en soutien au développement de progrès médicaux dans les services cliniques du CHU. En 2012, donc c'est très récent, toujours dans le cadre du programme Grand Emprunt, eh bien, il s'est trouvé que Grenoble a candidaté pour faire partie d'une infrastructure nationale dans le domaine de l'imagerie, la recherche en imagerie médicale. Et donc aujourd'hui, les différents acteurs et modalités sont regroupés sur Grenoble pour participer à cette infrastructure nationale qui intègre donc les villes de Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et Grenoble. Et donc je termine, disons, par ce petit hommage à Joseph Fourier, quand même, et à ses travaux avec la transformée de Fourier. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, tous, un certain nombre aussi, mais de ces outils. Voici exactement, disons, l'image telle qu'elle est acquise dans ce qu'on appelle l'espace réciproque en RMN, avec des signaux qui sont codés en phase et en fréquence. On balaye tout le plan image avec un codage en phase et en fréquence. Tous ces signaux sont transférés au calculateur, et une fois qu'on a fini l'acquisition, on fait une transformée de Fourier à 2 dimensions, et paf, on a l'image sur l'écran. C'est quand même beau, hein? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois monsieur lève. Oui. Ah là, il y a des questions. On les prend un petit peu, Madame la Présidente? Jean-François, tu n'as pas parlé au niveau du synchrotron de l'avenir éventuel des multifaisceaux. Est-ce que tu as une position là-dessus? Non, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé, et François Estève serait plus à même que moi de répondre, mais c'est vrai que, disons,
indépendamment de la technique, disons, conventionnelle où le patient tourne dans le faisceau, on peut effectivement calibrer des faisceaux beaucoup plus petits et laisser des espaces libres entre les faisceaux, ce qui permet de laisser du tissu sain entre le tissu irradié, et en croisant les faisceaux, on comprend très bien qu'on peut arriver, disons, à une dosimétrie assez ciblée au centre, en laissant quand même, disons, au niveau des zones des zones qu'on veut protéger, une irradiation moindre. C'est des techniques qui se développent aujourd'hui sur le petit animal, mais il n'y a pas encore de projet, disons, clinique qui ait été lancé. Puisque tu poses la question, et je crois qu'il faut, c'est M. Benabid l'a aussi évoqué tout à l'heure par rapport à Clinatech, il faut que vous vous rendiez compte effectivement des difficultés qu'on peut avoir au niveau réglementaire aujourd'hui pour effectivement lancer des projets comme ça. Parce que bon, tout le monde a entendu parler, disons, des problèmes qu'il peut y avoir en radiothérapie dans différents centres où les gens n'ont pas fait exactement leur travail, etc. Quand on veut faire de la radiothérapie expérimentale sur des patients volontaires, c'est sûr que, disons, il y a un certain nombre, disons, d'organismes qui, à juste titre, vérifient ça de façon très précise, et je dirais parfois trop précise. Hein. Merci. Ils s'en vont examiner l'alimentation électrique de la salle, regarder si les fusibles ils sont machins, etc., etc. Donc des fois c'est un petit peu lourd quand même. Très bien. Une autre question ici. Oui, bonjour, Bertrand Berg de l'Ardier Rhône-Alpes. Moi, quand je vois cette excellence scientifique, je me pose une question. Pourquoi Siemens est allemand? Pourquoi General Electric est américain? Alors, je ne sais pas si vous, scientifiques, pouvez répondre ou Monsieur Mérieux qui a eu... je crois que c'était des politiques industrielles qui remontent à très loin. Et là, peut-être que Monsieur Mérieux, effectivement, suit ça serait plus compétent que moi. Bon, c'est vrai que Siemens, on les connaît. Ils ont une puissance de frappe énorme et ils ne font pas que de l'imagerie médicale. L'autre constructeur européen, il faut le dire, qui est très important dans le domaine, c'est Philips, Systèmes Médicaux, qui est hollandais, qui est quand même, disons, lui aussi un poids lourd. Bruker, c'est plus les machines de recherche, mais si on regarde bien en Europe, ça nous fait quand même 3 sociétés costauds dans le domaine. Alors, effectivement, en face, il y a General Electric, mais disons, je crois que les industries européennes dans ce domaine, disons, tiennent tout à fait la route. Alors, donc c'est vrai qu'il y avait une entreprise française, on a expliqué un petit peu l'histoire. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole. Merci, Monsieur Lebas. Voilà la présidente. Chirurgien pédiatre, le professeur Dion nous parlera de cet espace intemporel créé il y a 20 ans sur le site du Centre hospitalier universitaire de Grenoble et dont toute la diversité culturelle contribue à la connaissance de l'histoire de la santé. Je veux parler du musée des sciences médicales dont il assure la présidence et la gestion. Monsieur Dion, vous avez la parole. Vous venez au pupitre.